ma famille s'est moquée de mon sweat à capuche à 10 $ lors de la somptueuse fête de fiançailles de ma sœur, et son fiancé a ricané, tu es venu en Uber ici? Ils ont toujours pensé que j'étais le raté de la famille. Alors, j'ai juste acquiescé. Le lendemain matin, ce même fiancé est entré dans ma salle de conférence pour me demander, à moi, la femme au sweat à capuche, un investissement de plusieurs millions de dollars. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour voir le dénouement. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le club privé était d'une opulence écœurante. Il sentait l'argent ancien et nouveau, un mélange écœurant de cire à bois ancienne et de parfums chers et concurrents. J'avais travaillé 72 heures d'affilée, concluant un accord d'acquisition brutal qui impliquait 3 fuseaux horaires différents et suffisamment de caféine pour arrêter un cœur humain. J'étais épuisé. Mon cerveau ressemblait à du coton, et tout ce que je voulais, c'était mon lit. Au lieu de cela, j'étais à la fête de fiançailles de ma sœur Sophie. Je n'avais même pas eu le temps de rentrer chez moi. J'étais venu directement du bureau, toujours dans ce que mon directeur financier, Bénédicte, appelait mon « uniforme de crise », un sweat à capuche gris usé et confortable à 10 $, un jean délavé et des baskets. C'était la dernière chose à laquelle je pensais. Mon entreprise venait d'absorber un concurrent majeur, une décision qui garantirait notre position sur le marché des technologies durables pour la prochaine décennie. Mes vêtements n'étaient pas importants. Pour ma famille, cependant, ils étaient tout. Je les ai repérés en train de discourir près d'une immense baie vitrée donnant sur la ville. Ma sœur Sophie ressemblait à une princesse de cinéma, drapée dans une robe de soie blanche qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle était entourée de nos tantes, oncles et cousins, tous scintillants et apprêtés. À mon approche, la bulle de conversation joyeuse ne s'est pas seulement calmée, elle a éclaté. Tous les regards se sont tournés vers mon sweat à capuche. « Emma », a dit ma mère, sa voix tendue par cette déception familière et cassante. « Tu es venue. Tu as l'air fatiguée. » « Je le suis, maman. » La semaine a été longue, ai-je dit, essayant d'esquisser un sourire. Sophie, cependant, n'avait pas une telle retenue. Son sourire parfaitement dessiné a vacillé, remplacé par un éclair de colère authentique. « Emma, vraiment? Tu ne pouvais pas faire un effort? Juste une fois? C'est ma fête de fiançailles. Regarde-toi. C'est embarrassant. Je suis désolé, Sophie. Le travail a été intense, ai-je offert faiblement. Le travail? Mon oncle a ricané en ajustant son nœud papillon. Tu bricoles toujours avec ces petits projets informatiques dans ton garage, Emma. Il pensait toujours que je tenais un atelier de réparation glorifié. Je ne les avais jamais corrigés. Il y a des années, j'avais essayé d'expliquer ce que faisait mon entreprise, Helio, que nous développions une technologie de captage du carbone et un stockage avancé des batteries. Leurs yeux s'étaient vitrifiés. Si ce n'était pas le droit, la médecine ou l'immobilier, ce n'était pas un vrai travail. C'était juste le passe-temps d'Emma. C'est alors qu'il est apparu, passant un bras autour de la taille de Sophie, Marcus, le fiancé. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois auparavant, et mon impression avait été celle d'une arrogance polie et vide. Il était beau d'une manière qui semblait conçue par des groupes de discussion, avec des dents parfaites et une montre qui hurlait son prix à travers la pièce. Il m'a dévisagé de haut en bas, un sourire lent et condescendant s'étalant sur son visage. « C'est elle », a dit Sophie, sa voix tombant à un murmure théâtral. « C'est ma sœur, Emma. » Marcus a gloussé. Ce n'était pas un son aimable. « C'est la brillante sœur aînée dont tu m'as parlé, celle qui est artiste ?» Il s'est penché en avant, sa voix assez forte pour que tout le monde dans notre cercle entende. « Nuit difficile? Tu es venu en Uber ici? » L'implication était claire. Je ne pouvais probablement pas me permettre une voiture. Je ne pouvais probablement pas me permettre le voiturier. J'étais la parente pauvre, le raté de la famille, celle qui avait abandonné une prestigieuse université il y a toutes ces années et qui ne s'en était jamais remise. Les rires de mes cousins étaient polis mais acérés. J'ai regardé Sophie, espérant même un soupçon de défense. Elle a juste détourné le regard, s'affairant avec le revers de Marcus, ses joues roses de honte, pas de honte pour lui, mais de honte pour moi. J'étais trop fatigué pour me battre, trop fatigué pour expliquer que je m'étais conduite dans une voiture qui coûtait plus cher que toute sa tenue ou que le bricolage que je faisais était actuellement évalué à 9 milliards de dollars.
Cela n'avait pas d'importance. À leurs yeux, j'étais et serais toujours la fille au sweat à capuche à 10 $. J'ai fait un petit signe de tête fatiguée. Quelque chose comme ça. Eh bien, a dit Marcus, me tapotant l'épaule avec une quantité douloureuse de condescendance, ne dérange pas trop les serveurs. Je suis sûr que le champagne est un peu hors de ta gamme de prix habituelle. Il a éloigné Sophie, et les rires ont repris, me laissant seul dans leur sillage. Je suis resté pendant encore 10 minutes, juste assez longtemps pour être poli, avant de me glisser hors de la porte. Personne n'a remarqué que je partais. Alors que j'étais assise dans ma voiture, le ronronnement silencieux du moteur électrique haute performance contrastait fortement avec le bruit à l'intérieur, j'ai laissé ma tête retomber contre l'appui-tête. L'humiliation était une douleur sourde familière, mais en dessous, une nouvelle sensation froide s'installait. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était de la détermination. Ils pensaient que j'étais une blague. Ils avaient oublié qui j'étais, ce que j'avais construit. Ils avaient tout oublié. La trahison à ce moment-là était plus vive et plus douloureuse que n'importe quelle négociation commerciale que j'ai jamais endurée. Le lendemain était un samedi. J'avais, Dieu merci, dormi 10 heures d'affilée, et le brouillard de l'épuisement commençait enfin à se dissiper. J'étais assise à l'îlot central de ma cuisine, sirotant une tasse de café et examinant les projections trimestrielles sur mon ordinateur portable lorsque mon téléphone a vibré. C'était Sophie. J'ai soupiré, me préparant, et j'ai appuyé sur le haut-parleur. « Salut, Sophie. »« Je ne peux pas te croire, Emma. »« Non, bonjour. »« Non, comment vas-tu ?» Juste le ton perçant immédiat de son indignation. « Bonjour à toi aussi, » ai-je dit sèchement, prenant une gorgée de café. « As-tu la moindre idée de l'embarras que c'était ? » Les parents de Marcus étaient là. Son patron était là. Et ma sœur, ma propre sœur, se présente comme si elle sortait d'une poubelle. Un sweat à capuche, Emma, un sweat à capuche gris. Il était propre, ai-je dit, incapable de m'en empêcher. Ce n'est pas la question, et tu le sais. Il s'agit de respect. Tu n'en as aucun. Tu flottes juste à travers la vie dans ton petit monde, à faire tes projets, et tu te fiches de savoir qui tu humilies. Le patron de Marcus, Henri, a même demandé si tu avais, tu sais, des difficultés. Il a offert de me mettre en contact avec une œuvre caritative. J'ai fermé les yeux. Henri. Je connaissais ce nom. Henri Patterson, PDG de Patterson Capital Investment. Un requin. Un requin très, très riche. C'était donc pour qui Marcus travaillait. Intéressant. Sophie, je travaillais. J'y suis à peine arrivé comme ça. Je suis désolé si mes vêtements n'étaient pas à la hauteur, mais c'est le mieux que je pouvais faire. C'est ton problème, Emma. C'est toujours le mieux que tu puisses faire, et ce n'est jamais assez bien, a-t-elle rétorqué. Pourquoi ne peux-tu pas être normal ? Avoir un vrai travail, acheter une belle robe. Pourquoi est-ce si difficile pour toi ? L'ironie était si forte que j'avais du mal à respirer. Me voilà, la PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars, à qui ma sœur, dont toute la carrière consiste à publier des photos de produits sponsorisés sur Internet, dit de trouver un vrai travail. J'ai un vrai travail, Sophie. Oh, s'il te plaît, a-t-elle raillé. Nous savons tous que tu vis juste de ce que maman t'a laissé. C'est triste. J'ai juste de la chance que Marcus ait autant de succès. Il va prendre soin de moi. Il va prendre soin de toute cette famille. Un picotement d'alarme m'a traversé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a une énorme présentation lundi. Qui va changer sa vie ? Il présente cet énorme nouveau fonds d'investissement dans l'énergie à une entreprise technologique privée. Il a dit que s'il réussit, nous serons parés pour la vie. Une maison dans les Hamptons, un nouveau bateau, tout. Il est brillant, Emma. Il va être l'un des hommes les plus puissants de la ville. Elle s'est extasiée, sa voix remplie d'une révérence qui m'a retourné l'estomac. Ce nouveau fonds d'investissement dans l'énergie. Mes sens étaient en alerte maximale. Une entreprise technologique, ai-je demandé, gardant ma voix décontractée. Laquelle ? Oh, je ne sais pas. Un nom ennuyeux. Helio quelque chose. Qui s'en soucie ? Le fait est qu'il a du succès. Il fait des efforts. Tu devrais essayer de temps en temps. Je dois y aller. Nous regardons des yachts. La ligne s'est coupée.
J'ai regardé le téléphone, les pièces s'emboîtant avec un bruit sourd et nauséabond. Elio, mon entreprise. Marcus devait présenter mon entreprise lundi. L'humiliation de la veille a été instantanément remplacée par une crainte froide et aiguë. Marcus n'était pas qu'un imbécile arrogant. C'était un imbécile arrogant qui était sur le point d'entrer dans ma salle de conférence. Et ma sœur, dont l'avenir était désormais lié au sien, venait de me diffuser tout son plan qui allait changer sa vie. J'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS à Bénédicte, mon directeur financier. Moi, Bénédicte, peux-tu m'envoyer le dossier de diligence raisonnable complet sur la présentation de Patterson Capital pour lundi? Je veux l'examiner moi-même ce week-end. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Bénédicte, tout va bien? Je pensais que tu prenais le week-end de congé. Moi, changement de plan. Je dirigerai la réunion de lundi. Bénédicte, vous, ils ne sont qu'un fonds de niveau intermédiaire. C'est le dernier nom de Marcus SVP. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Je peux le faire. Moi, non, je dois m'en occuper personnellement. J'ai pensé à Sophie, sa voix dégoulinant de dédain alors qu'elle me disait de trouver un vrai travail. J'ai pensé à Marcus, son sourire cruel alors qu'il me demandait si j'avais pris Uber. Sophie avait raison sur une chose, il présentait une entreprise appelée Elio quelque chose. Mais elle avait oublié une chose cruciale. Elle avait oublié qui l'avait fondée. Ils avaient tous oublié. Les racines de l'ignorance volontaire de ma famille étaient profondes, plantées il y a 20 ans dans les salles blanches et stériles d'un hôpital. J'avais 19 ans, en deuxième année dans une université de premier plan avec une bourse complète pour la physique. Sophie avait 14 ans, insouciante, déjà obsédée par la mode et la popularité. Puis notre mère est tombée malade. C'était un cancer brutal et rapide. Les médecins lui ont donné 6 mois. Mon père était décédé des années plus tôt, nous laissant avec une modeste police d'assurance vie et une maison qui tombait en ruine. Il n'y avait personne d'autre. Alors, j'ai abandonné mes études. Je suis rentré à la maison et j'ai passé l'année suivante à apprendre à administrer des perfusions intraveineuses, à gérer les horaires de médication contre la douleur et à tenir la main de ma mère alors qu'elle s'éteignait. Sophie, en revanche, s'est repliée sur elle-même. Elle ne pouvait pas gérer la maladie, la peur, la réalité de la situation. Elle s'est réfugiée dans l'école, les amis et les demandes de programmes d'été à l'étranger. Je ne lui en voulais pas. Elle n'était qu'une enfant. J'étais la sœur aînée. C'était mon travail. Lorsque notre mère est décédée, elle nous a laissé ce qu'elle avait, la maison et environ 50 000 $ d'économie. Sophie, alors admise dans une université à Londres, a pris la moitié de l'argent pour ses frais de scolarité et de subsistance. C'était ce que maman aurait voulu. J'ai pris ma moitié et suis resté dans le garage de la maison que nous ne pouvions plus nous permettre. Pendant que Sophie assistait à des défilés de mode et réseautait lors de soirées européennes, je soudais des circuits imprimés et écrivais du code. J'ai vendu la maison, déménagé dans un minuscule appartement et versé chaque centime et chaque heure de veille dans une idée que j'avais eue dans mes cours de physique, une nouvelle méthode hyper efficace de stockage des batteries à l'échelle des services publics. Pendant les 5 premières années, j'ai vécu de nouilles instantanées et de désespoir. J'ai accepté des emplois de programmation indépendants juste pour payer de nouveaux composants. J'étais la décrochée, le raté, la fille excentrique qui bricolait dans son garage. Lorsque Sophie rentrait à la maison pour les vacances, drapée de nouveaux vêtements et parlant de ses amis glamour, j'étais la tache embarrassante et tachée d'huile sur les photos de famille. « Quand vas-tu abandonner ce truc, Emma, et trouver un vrai travail ?» demandait-elle, son nez plissé face au désordre sur ma table à manger. « C'est presque fini, » murmurai-je, sans lever les yeux d'un schéma. Le récit familial était gravé dans le marbre. Sophie était la brillante, la prospère, la cosmopolite. J'étais la stagnante, la triste, la moins performante, coincée dans le passé, incapable de tourner la page après la mort de maman. Puis j'ai eu ma percée. J'ai résolu le problème de la perte d'énergie. J'ai obtenu mon premier brevet. En 6 mois, j'ai obtenu du capital risque. En 2 ans, Elio était né. En 5 ans, nous étions rentables. Maintenant, 10 ans plus tard, nous étions un géant discret dans le secteur de l'énergie durable, l'épine dorsale de la moitié des réseaux d'énergie verte du pays. Je ne leur ai jamais dit. Ce n'était pas un secret délibéré au début. J'ai essayé. Je mentionnais un gros contrat ou un nouveau bureau, et les sœurs de ma mère se contentaient de me tapoter la main et de dire « C'est bien, ma chérie ».
As-tu entendu que Sophie fait du mannequinat pour un magazine à Paris? Mon succès était incompréhensible pour elle. Il ne ressemblait pas à leur définition du succès. Je ne vivais pas dans un penthouse. Je vivais dans un modeste condo privé. Je ne portais pas d'étiquette de créateur. Je portais des sweats à capuche et des jeans parce que j'étais à l'aise dedans. Je n'allais pas à des galas. J'allais à des symposiums sur l'énergie et à des laboratoires. Ma richesse était silencieuse. Elle était en action, en brevet, dans les 5000 employés qui travaillaient pour moi. La déconnexion était devenue un gouffre. J'étais le cas de charité de la famille. Et maintenant, Marcus se tenait de l'autre côté de ce gouffre, sur le point d'essayer de sauter. Il était si parfaitement un produit du monde de Sophie, tout en brillance, sans substance. J'avais entendu des murmures à son sujet. Il était un arriviste impitoyable chez Patterson Capital. Il était connu pour ses jeux audacieux et risqués et pour s'attribuer le mérite du travail des autres. Il ne jurait que par le statut, les bons clubs, la bonne voiture, la bonne femme à son bras. Sophie, avec ses abonnés sur les réseaux sociaux et son nom de famille établi, était l'accessoire parfait. Son dédain pour moi à la fête n'était pas qu'un simple affront. C'était un geste calculé. En me rabaissant, il s'élevait lui-même et Sophie. Il renforçait le récit familial, je suis celui qui a du succès. Elle est le raté. Nous sommes ceux qui comptent. Il me considérait comme une perdante, un poids pour la famille dans laquelle il se mariait. Il avait ouvertement demandé à Sophie pourquoi elle se donnait même la peine de me fréquenter. Le dossier que Bénédicte avait envoyé était mince. C'était le seul mot pour le décrire. Marcus proposait un nouveau fonds d'investissement à impact dans l'énergie verte. En apparence, il y avait tous les bons mots à la mode, durable, disruptif, nouvelle génération. Mais les chiffres étaient un fantasme. Les projections étaient follement optimistes, basées sur des technologies non éprouvées et des changements de marché spéculatifs. Il promettait des rendements qui étaient, pour être franc, impossibles. Il n'était pas seulement arrogant, il était négligé. Il demandait à Helio un investissement de démarrage de 100 millions de dollars. Il me demandait 100 millions de dollars. Il n'avait pas fait ses devoirs, ni sur le marché ni sur l'entreprise qu'il présentait. Une simple recherche des membres de notre conseil d'administration ou de notre équipe de direction aurait montré mon nom. Mais il n'avait pas regardé. Lui, comme ma famille, avait vu le sweat à capuche et une femme discrète et avait supposé que ce n'était rien. Il a supposé que je n'étais personne. Le lundi matin est arrivé avec une aube fraîche et nette. Je me suis tenu devant le miroir en pied dans ma chambre, un endroit que ma famille n'avait jamais vu. C'était un appartement spacieux et minimaliste donnant sur la ville, mais d'un angle différent et plus calme que le condo clinquant du centre-ville de ma sœur. J'ai intentionnellement évité les tailleurs pantalons puissants et ajustés que je portais habituellement pour les négociations importantes. Au lieu de cela, j'ai choisi un simple col roulé en cachemire gris foncé, un pantalon noir ajusté et des chaussures plates en cuir élégantes. C'était professionnel, discret et confortable. C'était moi. Je voulais qu'il me voie, la femme de la fête, avant qu'il ne voie la PDG. Lorsque je suis arrivé sur le campus d'Helio, un ensemble de bâtiments tentaculaires et magnifiquement conçus qui ressemblaient plus à une université qu'à une entreprise, Bénédicte m'attendait dans mon bureau. Bénédicte, mon directeur financier, était un homme de 55 ans doté d'un esprit financier brillant et d'une loyauté en laquelle j'avais plus confiance que quiconque. Il était avec moi depuis les jours du garage, à l'époque où je le payais en option d'achat d'actions dont nous prions tous les deux qu'elle vaille un jour quelque chose. Maintenant, il était l'un des hommes les plus riches de l'État, et il portait toujours des vestes en tweed et conduisait une Volvo de 10 ans. « Emma » a-t-il dit en me tendant un café. « Tu as l'air reposé, ce qui est terrifiant. Cela signifie que tu es sur le point de démanteler quelqu'un. » J'ai souri. « Bonjour, Bénédicte. La présentation est-elle en attente dans la salle de conférence principale ? » Oui, et le reste du conseil d'administration se joint par liaison vidéo. Je suis curieux de savoir pourquoi tu prends cette réunion personnellement. Appelez cela une affaire d'intérêt familial, ai-je dit en prenant une gorgée. Compris, a-t-il dit, les yeux pétillants. Il connaissait ma famille. Il était là depuis des années à m'entendre me plaindre d'eux. Henry Patterson est également confirmé présent. Il semble que ton monsieur Marcus ait amené son propre patron pour le voir briller. C'était encore mieux. Henry Patterson, le PDG de toute l'entreprise,
l'homme qui avait prétendument offert de mettre Sophie en contact avec une œuvre caritative pour sa sœur en difficulté. Excellent, ai-je dit. Assurons-nous que l'audio est parfait. Je veux que tout le monde entende ça. Alors que nous marchions vers la salle de conférence, mon esprit a changé. Ce n'était plus personnel. Ou plutôt, ça l'était, mais je devais canaliser cette piqûre personnelle en précision professionnelle. Marcus n'était pas seulement un fiancé arrogant. C'était un mauvais investissement. Il entrait chez moi pour demander mon argent avec un plan construit sur du sable. Mon piège intelligent n'était pas du tout un piège. C'était ma vie. C'était mon entreprise. Le levier que j'avais était simplement la vérité. Mon enquête avait été une plongée en profondeur de 2 heures dimanche après-midi, recoupant les propositions de son fonds avec nos propres données de marché exclusives. Tout son postulat était basé sur un nouveau type de technologie de panneaux solaires qu'il prétendait être révolutionnaire. Je connaissais l'entreprise auprès de laquelle il s'approvisionnait. Je les avais personnellement examinés il y a 6 mois. Leur technologie était défectueuse. Elle surchauffait, avait un taux d'échec élevé et le PDG faisait actuellement l'objet d'une enquête. Marcus n'avait pas seulement été négligé. Il était soit profondément incompétent, soit sciemment frauduleux. Il présentait un produit mort-né. Je me suis assise en bout de la longue table polie, mon ordinateur portable ouvert. Bénédicte était assis à ma droite. Les grands écrans au bout de la pièce s'illuminaient avec les visages des autres membres de mon conseil d'administration. Emma, ravi de te voir, a dit notre administrateur principal. Surprise de t'avoir sur celui-ci. Je fais juste ma diligence raisonnable, ai-je dit calmement. J'ai un intérêt particulier pour ce secteur. La voix de mon assistante s'est fait entendre dans l'interphone. Madame Evans, l'équipe de Patterson Capital est là. Faites-les entrer, s'il vous plaît, ai-je dit. La lourde porte en verre s'est ouverte. 3 hommes sont entrés, tous vêtus d'un costume bleu marine identique et élégant. 2 étaient des analystes juniors tenant des ordinateurs portables. Et en tête, rayonnant une quantité presque comique de fanfaronnade, se trouvait Marcus. Il riait de quelque chose que l'un de ses analystes avait dit. Il n'a même pas regardé la tête de la table. Lui, comme son équipe junior, s'est immédiatement concentré sur Bénédicte, le seul autre homme en costume dans la pièce. Bénédicte, je suppose, a dit Marcus, s'avançant et tendant la main à mon directeur financier. Marcus, nom de famille. Ravi de vous rencontrer enfin. Ceci, a-t-il dit en faisant un geste autour de la pièce, est une configuration très impressionnante que vous avez. Et ça doit être Monsieur Patterson, a-t-il dit, en faisant un signe de tête respectueux à l'écran où le visage de Henry était affiché. Marcus, la voix de Henry a retenti. Ne leur faites pas perdre de temps. Vas-y, bien sûr, a dit Marcus. Il s'est tourné vers son équipe. Mettons-nous en place. Il ne m'avait toujours pas regardé. Je faisais juste partie des meubles, une secrétaire peut-être, ou une associée junior là pour prendre des notes. Je me suis juste assise, j'ai regardé et j'ai attendu. Il a branché son ordinateur portable, et l'écran de titre de sa présentation s'est affiché sur le mur principal, l'avenir du verre, un fonds d'investissement à impact. Messieurs, a commencé Marcus, sa voix douce et entraînée, et dame, il m'a fait un signe de tête superficiel et méprisant, comme s'il venait de me remarquer, ce que nous allons vous montrer n'est pas qu'un investissement. C'est une révolution. Je l'ai laissé parler pendant 20 minutes. Marcus a fait un spectacle. Il a arpenté la pièce. Il a gesticulé. Il a utilisé des mots comme synergie, perturbation et changement de paradigme. Il a brossé un tableau magnifique d'un avenir où son fonds résoudrait à lui seul la crise énergétique tout en offrant un rendement de 40% à ses investisseurs initiaux. Il a dirigé chaque mot, chaque point de contact visuel vers Bénédicte et vers l'écran où Henry Patterson regardait. Je me suis juste assise, les mains jointes, mon expression neutre. J'étais invisible pour lui. C'était une démonstration fascinante, bien qu'exaspérante, de parti pris inconscient. Il ne pouvait pas voir la puissance dans une femme assise tranquillement en bout de table. Il est finalement arrivé à sa technologie clé, les panneaux solaires défectueux. Et ceci, a-t-il dit, en cliquant sur une diapositive avec une image brillante générée par ordinateur d'un panneau, est notre joyau. Une nouvelle technologie photovoltaïque de SynSpark Innovation qui rendra tous les modèles actuels obsolètes. Elle est 50% plus efficace, 30% moins chère à produire, et nous avons obtenu des droits exclusifs.
Il marqua une pause pour un effet dramatique. L'investissement d'Heliosk servira à augmenter la production et à commencer le déploiement mondial. Nous vous offrons la possibilité de participer à la plus grande avancée en matière d'énergie depuis la batterie lithium-ion. Il termina par une pirouette et un sourire confiant. Merci. Je serais heureux de répondre à vos questions. Un bref silence emplit la pièce. Bénédicte me regarda. Les membres du conseil d'administration à l'écran me regardèrent. Il était temps. Je déjoignis mes mains et les posai à plat sur la table. J'ai une question, monsieur Lastnam, dis-je. Ma voix, calme et claire, fendit l'air. Marcus sursauta physiquement. Il avait clairement oublié que j'étais là. Il se tourna vers moi, son expression un masque de confusion agacée, comme si une chaise venait de parler. Oui, dit-il, en traînant les mots, oubliant clairement mon nom, s'il l'avait jamais enregistré. Vous avez mentionné SynSpark Innovation, dis-je, les yeux fixés sur les siens. Pouvez-vous me parler de leur PDG, Thomas Riley? Marcus cligna des yeux. Ce n'était pas la question à laquelle il s'attendait. Monsieur Riley, c'est un visionnaire, un esprit brillant. Nous sommes très confiants en son leadership. Vraiment, demandai-je, en me penchant légèrement en avant. Êtes-vous au courant que monsieur Riley fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude électronique et pour avoir présenté une technologie trompeuse aux investisseurs? La couleur quitta le visage de Marcus. Son sourire s'évanouit. C'est une rumeur sans fondement. Notre diligence raisonnable. Votre diligence raisonnable semble avoir manqué le dépôt officiel du district sud de New York, dis-je, en tapotant mon propre ordinateur portable. Je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Nous avons également effectué notre propre analyse indépendante de sa technologie il y a 6 mois. Elle ne fonctionne pas. Les panneaux ont un taux de défaillance catastrophique à des températures supérieures à 35 degrés Celsius. Votre joyau, monsieur Lastnam, est un pétard mouillé. Maintenant, attendez une minute, balbutia Marcus, sa voix s'élevant en panique. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Nos chiffres internes sont solides. Vos chiffres, dis-je, en cliquant avec ma souris, ne sont pas seulement optimistes. Ils sont fictifs. L'ensemble de votre projection est basé sur une technologie qui ne sera jamais approuvée pour le marché. Vous êtes soit profondément incompétent, soit vous commettez une fraude. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas le droit. Il se lança, sa voix se brisant. Qui êtes-vous même? Êtes-vous l'assistante, la secrétaire? Où est le véritable décideur? Il se tourna frénétiquement vers Bénédicte. Allez-vous la laisser saboter ça? Bénédicte ne le regarda même pas. Il garda juste les yeux fixés sur moi, un léger sourire sur les lèvres. Sur l'écran principal, le visage d'Henry Patterson s'était transformé en pierre. Marcus, la voix d'Henry coupa, tranchante comme du verre. Réponds à la question de la dame. Marcus me regarda de nouveau, les yeux grands ouverts d'une horreur naissante et écœurante. Il me voyait enfin. Il reliait enfin les points. La femme discrète à la table. Le nom de l'entreprise, Heliosk. Vous, murmura-t-il, le visage aussi blanc que la cendre. Je lui adressai un petit sourire froid. Je laissai le silence s'étirer, emplissant la pièce, pesant sur lui. M. Marcus Lastnam, dis-je, ma voix parfaitement égale. Je m'appelle Emma Evans. Je suis la fondatrice, PDG et présidente du conseil d'administration d'Heliosk. Je suis le décideur. Et la rumeur sans fondement que j'ai mentionnée, elle vient de mon équipe juridique qui l'a découverte alors que nous nous préparions à poursuivre SynSpark pour avoir tenté de nous vendre cette même technologie frauduleuse. J'observais l'homme qui, 48 heures plus tôt, s'était moqué de mes vêtements et de ma prétendue pauvreté se désintégrer complètement et totalement. Sa fanfaronnade s'évapora, ne laissant derrière elle qu'une coquille terrifiée et vide. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Alors, continuai-je, en me penchant en arrière sur ma chaise. Revenons à vos chiffres. Veuillez expliquer à moi et à votre patron, M. Patterson, pourquoi vous présentez un fonds de plusieurs millions de dollars basé sur un mensonge. La salle de conférence, qui quelques instants auparavant était remplie de la voix tonitruante de Marcus, était maintenant si silencieuse que j'entendais le bourdonnement de la climatisation. Marcus était figé, son visage passant par des nuances de rouge et de blanc. Il ressemblait à un poisson sorti de l'eau, avalant inutilement de l'air.
Les données, balbutia-t-il, en tâtonnant avec son ordinateur portable. Il doit y avoir une erreur. Notre équipe a vérifié ça. C'était solide. Votre équipe, demandai-je, en haussant un sourcil. Où est-ce vous qui l'avez vérifié, Marcus? Êtes-vous personnellement allé voir la technologie en action? Avez-vous effectué les tests de résistance? Ou avez-vous simplement lu leur brochure de marketing et y avez-vous cru parce que vous le vouliez? Il n'avait pas de réponse. Il se contenta de me fixer, les yeux grands ouverts de trahison, comme si c'était moi qui l'avais piégé. Emma. Mademoiselle Evans. Vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas, dis-je, ma voix s'adoucissant sur un ton de pure déception clinique. Vous n'avez pas fait le travail. Vous avez vu un objet brillant. Vous l'avez enveloppé de mots à la mode et vous l'avez apporté ici à mon entreprise pour demander 100 millions de dollars. Vous l'avez apporté à votre propre PDG, Monsieur Patterson, et vous lui avez fait perdre son temps. Sur l'écran, le visage d'Henry Patterson était menaçant. Il n'était pas seulement en colère. Il était mortifié. Marcus, aboya Henry. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Monsieur, c'est un malentendu. Elle est partiale, essaya Marcus, une tentative désespérée et pathétique. Nous nous connaissons. Elle est la sœur de la fiancée de mon frère. Elle fait ça pour se venger de moi. C'était ça. Le dernier souffle désespéré. Je devais lui accorder ça. C'était une manœuvre audacieuse, quoique idiote. Les membres du conseil d'administration à l'écran semblèrent confus, se regardant les uns les autres. Bénédicte se contenta de soupirer, secouant la tête face à la pure stupidité de l'homme. Je regardai directement l'image d'Henry Patterson sur l'écran. Vous avez raison, Monsieur Patterson. Je connais Marcus. Il est fiancé à ma sœur Sophie. En fait, je l'ai vu samedi dernier à leur fête de fiançailles. Marcus sembla momentanément soulagé, comme si cet aveu prouvait son point. Il ne me connaissait pas du tout, continuai-je. À cette fête, Marcus et ma famille, qui pensent que je suis un échec au chômage, se sont moqués de mon sweat à capuche à 10 $. Il m'a demandé avec beaucoup de condescendance si j'avais pris un Uber pour me rendre à l'événement. Il a supposé que j'étais pauvre, insignifiante et invisible. Je laissais cela flotter dans l'air. Il n'avait pas fait ses devoirs sur Saint Spark, et il n'avait pas fait ses devoirs sur l'entreprise qu'il présentait. S'il l'avait fait, il aurait su que la sœur en difficulté, l'échec familial, était la seule personne qu'il devait impressionner. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de se moquer d'elle à la place. Je tournai de nouveau mon regard vers Marcus. Votre comportement personnel, Marcus, est franchement épouvantable, mais je m'en fiche. Je ne rejette pas cette proposition parce que vous avez été impoli avec moi à une fête. Je la rejette parce que c'est un château de cartes. Vous êtes soit un imbécile, soit un menteur, et franchement, nous n'investissons dans aucun des deux. Les deux jeunes analystes derrière Marcus semblaient vouloir ramper sous la table et disparaître. Marcus Lastnam, la voix d'Henry était un rugissement. Vous m'avez emmené à une réunion avec Emma Evans pour lui présenter un panneau solaire frauduleux, et vous avez passé le week-end à l'insulter. Le poids total, catastrophique et mettant fin à sa carrière de sa erreur finit par atterrir sur Marcus. Il vacilla réellement sur ses pieds, attrapant la table pour se soutenir. Monsieur, je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée, Sophie n'a jamais dit. Ce n'est pas son travail de vous le dire, idiot, hurla Henry. C'est votre travail de savoir à qui vous vous adressez. C'est votre travail de faire les recherches. Vous n'avez pas seulement échoué. Vous avez mis toute cette entreprise dans l'embarras. Nous en avons fini ici. L'écran avec le visage d'Henry devint noir. Les autres membres du conseil d'administration suivirent le mouvement, leurs écrans s'éteignant un par un, chacun avec un « merci », Emma laconique. Finalement, il ne restait plus que moi, Bénédicte et l'équipe de Patterson Capital dans la pièce. Marcus, dis-je, ma voix redevenant douce. La réunion est terminée. Il me fixa, le visage ravagé par la sueur et la terreur. Il ne bougea pas, sortez, dit Bénédicte, sa voix basse et ferme. Les deux jeunes analystes se précipitèrent pour saisir leurs ordinateurs portables, sans même regarder leur patron. Ils fuirent la pièce. Marcus resta là une seconde de plus, sa bouche s'ouvrant et se fermant avant qu'il ne semble se dégonfler. Il se tourna, son costume coûteux ayant soudain l'air bon marché et surdimensionné,
et sortit en titubant de la salle de conférence, n'emportant même pas son ordinateur portable de présentation avec lui. La porte se referma avec un clic, et la pièce devint silencieuse. Bénédicte laissa échapper un long élan sifflement. Eh bien, c'était efficace. Je fermai mon ordinateur portable. C'était nécessaire. Il est fini, dit Bénédicte, en se levant. Henry Patterson aura sa démission sur son bureau avant le déjeuner. Il ne se contentera pas de le virer, il le mettra sur liste noire. On ne met pas un homme comme Henry dans l'embarras et on survit. J'acquiesçai, ne ressentant pas de triomphe, mais une profonde et profonde lassitude. La partie professionnelle était terminée. Maintenant venait la partie personnelle. Mon téléphone vibrait déjà sur la table. C'était Sophie. Bien sûr que c'était elle. Je laissai le téléphone vibrer une fois, 2 fois, 3 fois. Je pris une profonde inspiration, me levai et me dirigeai vers les fenêtres de la salle de conférence, regardant le campus que j'avais construit. Mon campus, mon entreprise, ma vie. Le bourdonnement s'arrêta finalement, puis recommença immédiatement. Elle était frénétique. Marcus devait l'avoir appelée depuis l'ascenseur, ou le hall d'entrée, ou le trottoir. Je répondis. « Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que tu as fait ?» Le cri était si fort que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. C'était un cri primitif de rage pure et sans mélange. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Emma ?» Il pleure. Il a dit que tu l'avais ruiné. Il a dit que tu l'avais fait virer. Bonjour, Sophie. Je suis en réunion. Est-ce important, dis-je, ma voix aussi calme qu'un lac gelé. Est-ce important? C'est toi. Tu as fait ça. Tu étais jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne pouvais pas supporter que je sois heureuse, que j'ai quelqu'un qui réussisse. Alors Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mon travail, dis-je simplement. Marcus a apporté une proposition à mon entreprise. Je l'ai examinée. C'était une mauvaise proposition, Sophie. Elle était basée sur des mensonges, alors je l'ai rejetée. Son patron, Henry Patterson, était à la réunion. C'est lui qui était bouleversé. Il semble que Marcus n'ait pas fait ses recherches. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa respiration forte et saccadée. Ton entreprise, murmura-t-elle, les mots confus. De quoi tu parles? Ta petite entreprise de garage. Qu'est-ce que ça a à voir avec Henry Patterson? Le point culminant n'était pas dans la salle de conférence. Le point culminant était ici maintenant, lors de cet appel téléphonique. L'exposition finale et systématique de la vérité. Sophie, dis-je, ma patience, usée pendant 2 décennies, finissant par craquer. Je n'ai pas d'entreprise de garage. Je n'en ai pas eu depuis 15 ans. Le petit projet sur lequel je bricolais est Heliosque. L'entreprise que Marcus présentait. Je suis la fondatrice et la PDG. Les bâtiments dans lesquels il était, ils sont à moi. Les 100 millions de dollars qu'il demandait, c'est mon argent. Plus de silence. Je pouvais l'imaginer, son maquillage parfait coulant, son esprit refusant de traiter les mots. Non, dit-elle. C'était un déni faible et fragile. Non, tu mens. Tu vis dans ce minuscule condo que tu portes. Tu portes des suites à capuche. Je vis dans le penthouse à la Crystal Tower, Sophie, pas dans le condo que j'ai loué il y a 10 ans. Et je porte des suites à capuche parce que je les aime. Je ne les porte pas parce que je suis pauvre. Je les porte parce que je suis assez riche pour ne pas me soucier de ce que les gens comme toi et Marcus pensent de mes vêtements. Je laissais les mots atterrir fort et net. J'ai abandonné l'université pour m'occuper de notre mère pendant que tu allais à Londres. J'ai pris ma moitié de l'héritage et j'ai construit un empire. Je l'ai construit à partir de rien. Pendant que toi et le reste de la famille vous moquiez de moi, en me traitant d'échec, je construisais ça. Je balbutia T.L. Tu n'as jamais rien dit. Pourquoi tu n'as rien dit? Aurais-tu écouté, ripostai-je. M'aurais-tu cru, ou aurais-tu simplement jeté un coup d'œil et parlé d'une fête à Paris? Je suis l'échec de la famille. Tu te souviens de la sœur en difficulté? Celle dont tu avais si honte? Marcus. Il a perdu son travail, sanglota T.L. La lutte terminée,
remplacés par les gémissements pathétiques d'un enfant. Oui, c'est vrai, dis-je, ma voix se transformant en glace. Il a perdu son travail parce qu'il était arrogant, incompétent et qu'il a essayé de frauder mon entreprise. Il a perdu son travail parce qu'il a humilié une femme lors d'une fête samedi, sans se rendre compte qu'elle était la PDG qui tenait toute sa carrière entre ses mains lundi. Il n'a pas seulement perdu son travail, Sophie. Il a perdu le tien. Où pensais-tu qu'il t'aimait? Il aimait l'idée que tu étais. Il aimait le nom de ta famille. Il pensait épouser un statut. Il vient de découvrir que tout le statut, tout l'argent qu'il a jamais voulu m'appartient. Et il vient de découvrir qu'il ne pourra jamais, jamais l'avoir. Ce fut le coup final. J'entendis un son, un halètement brusque qui se transforma en sanglots. Les fiançailles sont terminées, Sophie. Tu ne le sais juste pas encore. Cet homme sera parti ce soir. Parce que la seule chose qu'il voulait, ce n'est pas toi, c'est moi, ou plutôt, ce que j'ai. Et je viens de lui dire non. Je la laissais pleurer. Je la laissais enfin, après 20 ans, absorber la réalité de la situation. Le monde qu'elle avait construit, tout son sentiment de supériorité, était basé sur une fiction complète et totale. La sœur qu'elle plaignait était celle qui détenait toutes les cartes. L'homme qu'elle adorait était une fraude. Ses sanglots étaient une tempête, et au milieu de celle-ci, je ressentis un étrange sentiment de paix tranquille. Ce n'était pas un triomphe. C'était juste une validation. La vérité était enfin révélée. La chute fut aussi rapide que Bénédicte l'avait prédit. À 16 heures, Marcus avait démissionné de Patterson Capital. Mardi matin, la nouvelle de sa présentation désastreuse, liée à la technologie frauduleuse de SpaceX Tech, était déjà une rumeur discrète sur les blogs de l'industrie. Il était fini. Comme je l'avais prédit, il était également parti. Sophie m'appela tard mardi soir, la voix creuse. Il avait emballé ses affaires pendant qu'elle était sous la douche. Il avait laissé sa bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine avec une note d'une phrase qui lui reprochait tout. Il avait dit qu'elle avait déformé les liens de sa famille. Les fiançailles étaient terminées. Les publications sur les médias sociaux avaient été supprimées. L'homme qu'elle pensait être son brillant avenir avait disparu comme un fantôme, ne laissant derrière lui que des dettes et de l'humiliation. Pendant une semaine, je n'ai rien entendu. Je lui ai laissé de l'espace. J'ai géré mon entreprise. J'ai tenu des réunions. J'ai finalisé l'acquisition qui m'avait autant fatigué au départ. Ma vie a continué. Puis, le dimanche suivant, mon interphone a bourdonné. C'était Sophie. Je la laissai monter. Quand elle sortit de l'ascenseur dans mon Penthouse, elle avait l'air petite. Elle ne portait pas une tenue d'influenceuse. Elle était en pantalon de survêtement et en vieux t-shirt, ses cheveux en chignon négligé, ses yeux rouges et gonflés. Elle ressemblait à une personne réelle. Elle fixa mon appartement du regard, admirant l'art minimaliste, le mur de livres, la vue panoramique. C'est, murmura-t-elle. C'est là où tu vis. C'est là où je vis, confirmai-je, en montrant le canapé. Café? Elle hocha juste la tête, s'enfonçant dans le coussin. Je préparai 2 tasses et m'assis en face d'elle. Nous restâmes en silence pendant un long moment. Pourquoi as-tu été si gentil à ce sujet, demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Toutes ces années. Nous. J'ai été horrible avec toi. Je t'ai traité d'échec. J'étais gêné par toi. Tante Clara disait toujours que tu vivais dans le passé. Nous t'avons tous plainte. Et toi? Tu nous as juste laissé faire. Pourquoi? Pourquoi ne nous l'as-tu jamais jeté à la figure? J'y pensais. J'ai essayé au début. Tu ne voulais pas l'entendre. Et puis je suppose que je suis juste devenu occupé. Ce que vous pensiez tous de moi. Ça a cessé d'avoir de l'importance. Je construisais ça. J'étais heureuse. Votre opinion n'était que du bruit. Ça n'a commencé à avoir de l'importance que lorsque tu as amené Marcus dans le coup. Quand il a essayé d'apporter son arrogance et ses mensonges dans mon monde, dans mon entreprise. Elle tressaillit. C'était un imbécile. Oui, acquiesçai-je. Il l'était. J'étais une imbécile aussi, dit-elle, les larmes montant de nouveau dans ses yeux. J'étais tellement obsédé par l'apparence de la réussite. Les fêtes, les vêtements, le statut. Je pensais que tu n'avais rien de tout ça.
Et il s'avère que tu avais tout. Tu ne ressentais juste pas le besoin de le montrer. La réussite a un aspect différent pour chacun, Sophie, dis-je doucement. La mienne est juste plus tranquille. Elle me regarda, une compréhension profonde et douloureuse naissant dans ses yeux. Tu t'occupais de maman pendant que j'étais. Je m'enfuyais. J'étais à Londres et tu étais ici à lui tenir la main. Tu as abandonné. Tu as tout abandonné. Non, dis-je, en secouant la tête. Je n'ai pas abandonné. J'ai renoncé à cette voie et elle m'a mené à celle-ci. Je ne le regrette pas, Sophie. Je souhaite juste. Je souhaite que je n'ai pas perdu ma sœur dans le processus. Cela la brisa. Elle mit son visage dans ses mains et pleura vraiment. Pas avec la rage du départ de son fiancé, mais avec le chagrin de 20 ans de temps perdu, de jalousie et d'incompréhension. Je me déplaçai vers le canapé et m'assis à côté d'elle, mettant mon bras autour de son épaule. Elle se pencha contre moi comme elle le faisait quand elle était petite fille et pleura. Ce n'était pas une solution parfaite. C'était le début. C'était la première conversation de guérison timide. Sophie finit par trouver un vrai emploi dans le marketing, pas pour moi, mais pour une organisation à but non lucratif. Elle vendit son condo Tapa accent Graveleuil et emménagea dans un appartement plus petit et plus normal. Nos tantes et oncles ne comprennent toujours pas tout à fait ce que je fais, mais ils ont arrêté de me traiter d'échec. Ils sont surtout juste confus. Quant à moi, je suis en paix. Ma justification ne venait pas de la destruction de la carrière de Marcus. C'était juste une décision commerciale. Elle venait de ça, de s'asseoir sur mon canapé dans mon sweat à capuche avec ma sœur enfin, vue.